Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est un grand plaisir pour moi d'être ici parmi vous. Je suis désolée de ne pas présenter mon exposé en français, mais je pense que si je le faisais, vous ne seriez pas très contente non plus. Là, cela fait 20 ans que je travaille avec le ministère des Finances et les éco-taxes. J'ai commencé au ministère au début des années 90, alors que la fiscalité verte venait en plein essor en Suède. Donc, je vais vous parler un petit peu de cet historique, le retour sur cette expérience, puis de voir comment nous avons cherché à surmonter les obstacles qui vont se présenter lorsque vous souhaitez mettre en place des écotaxes et les effets sur la distribution qu'ont ces différentes politiques. D'abord, j'aimerais traiter certains points qui ont été soulevés ce matin. J'ai écouté les débats et j'ai trouvé que les échanges étaient particulièrement intéressants. C'est pour moi une expérience intéressante d'être dans un autre forum. Je pense qu'il y a certains d'entre vous qui ne seront pas d'accord avec moi, qui suis pour l'augmentation de l'utilisation des biocombustibles, parce qu'il y a, je pense, la nécessité de différencier entre l'alimentation et l'énergie. Mais de mon point de vue, je pense que l'Union européenne et le monde a établi des cibles pour réduire les gaz à effet de serre, et le réchauffement planétaire figure parmi les objectifs ou les fléaux contre lesquels nous devons lutter. Et l'écotaxe a été conçu pour justement atteindre cet objectif. Et les combustibles de chauffage et la reconversion de déchets en biocombustibles. Donc, il est possible pour moi d'avoir une taxe écologique et de produire les premières générations de biocombustibles. C'est mon discours. Alors, nous avons plusieurs taxes, plusieurs impôts. En Suède, je vais parler de la manière dont ces mesures ont été acceptées par la société en Suède. Lorsque nous avons commencé en 1924, on ne pensait pas beaucoup de l'environnement, mais en 1924, nous avions eu un impôt sur le pétrole et cela a petit à petit évolué. Ensuite, en 1991, on a vu un impôt sur l'énergie et de notre point de vue, cet impôt a réussi à réduire les émissions. Et je vais vous montrer quelques éléments à cette fin. Depuis le début, nous avions deux échelles d'impôt sur le carbone. Nous avons commencé à un niveau assez bas. Converti à l'euro, c'était 29 € en 1991. Aujourd'hui, c'est 125 €. Ce qui peut paraître une somme astronomique pour certains parmi vous, mais ce n'a pas été fait du jour au lendemain. Il a fallu plusieurs étapes pour atteindre ce niveau. Il y a certains secteurs qui voient un impôt allégé parce qu'ils font face à une concurrence internationale. Ces dernières années, nous avons petit à petit élevé ce plafond et aujourd'hui, nous avons atteint 75 € en 2015 comparé à 125 € pour les foyers et les services. Vous pouvez constater que le niveau général payé par les entreprises dans le secteur des services et les foyers a été augmenté de manière importante ces dernières années. Et ces dernières années également dans le secteur industriel. Donc, ces derniers temps, nous avons mis en place plusieurs paquets de mesures. Et ces mesures cherchent à réduire les émissions et à améliorer la distribution. Donc, la première étape était la mise en place de l'impôt en 1991. Cela a fait partie de la réforme fiscale générale avec une taxe sur le CO2
Et donc, cet impôt était introduit donc autour des 30 euros. Et en même temps, les impôts sur les énergies ont été réduits ailleurs. Et cela a été conjugué avec des mesures inscrites dans le temps, par exemple le développement des centrales CHP, le développement des réseaux pour le chauffage collectif local et permettre des mesures pour permettre aux foyers d'enlever leur ancien système de chauffage. Alors, nous n'avons pas mis les produits de ces impôts dans une enveloppe particulière. Ils sont compris dans tout le budget du gouvernement et utilisés aux meilleures fins possibles. Alors, pendant 5 ans, nous avons mis en place une taxe verte. Donc, on a baissé les impôts sur les revenus, on a augmenté les impôts environnementaux. Mais le problème avec cette mesure était très difficile à mettre en place. Parce que ce que vous vouliez faire avec les impôts sur les revenus, c'est peut-être une mesure pour augmenter l'offre en emploi. Mais à ce moment-là, on atteint un seuil ingérable parce que les retours de l'impôt ne sont pas assez importants. Donc, à partir de 2007, nous avons changé notre politique. Nous avons progressivement augmenté l'impôt environnemental pour les foyers et les entreprises et on a réduit les impôts salariales. Donc là, vous avez certains chiffres sur la diapositive. En passant ensuite à quelque chose qui est peut-être plus pertinent pour ce colloque, que se passe-t-il pour les foyers? Souffrent-ils de ces mesures? D'abord, si on regarde le foyer moyen en Suède, ils ont environ 510 € en impôts au total pour les combustibles automobiles. Et ensuite, pour le chauffage, les foyers utilisent presque pas les combustibles fossiles. Aux années 90, la plupart, c'était de l'huile, mais du fioul. Mais aujourd'hui, ils ont un chauffage individuel avec des coupures de bois, des coupons de bois, etc. Donc, des moyens de chauffage alternatifs. Et cela réduit la taxe sur les combustibles. Et certains ont reçu une aide temporaire pour permettre la conversion vers un système de chauffage plus efficace. Puis ensuite, la réforme sur l'impôt vert entre 2001 et 2006. Et là, nous avons essayé de réduire ou introduire des dégrèvements d'impôts pour les foyers à bas ou à moyen revenu. Un autre aspect du débat sur les impôts environnementaux, que faut-il faire avec les entreprises? Alors, je ne sais que ce n'est pas l'accent de ce colloque, mais il est important de se rappeler qu'une société a besoin de l'industrie, a besoin des entreprises, parce que c'est à partir d'eux que nous créons des emplois. Et pour éviter la délocalisation et envoyer toutes les usines en Chine. Donc, nous avons imposé l'industrie, mais à un niveau plus bas. Et dans une certaine mesure, cela a encouragé la reconversion vers les biocombustibles. Et aujourd'hui, 27% des besoins en énergie proviennent de biomasse et de résidus. Nous sommes également un pays qui dispose d'électricité hydraulique, donc l'électricité relativement peu chère. Nous avons vu une baisse dans l'utilisation de l'énergie par l'industrie, car l'impôt sur les émissions de CO2 a aidé à cette conversion. Si on regarde dans d'autres industriels, en dehors des industries intenses en énergie, les secteurs du service, par exemple, et leur consommation d'énergie, en général, c'est pour chauffer des espaces, des bureaux ou d'autres endroits. En beaucoup de cas, aujourd'hui, ils utilisent un chauffage stratégique. Et cela a même augmenté depuis 2011. Et ils utilisent également beaucoup de résidus de biomasse à des fins de chauffage. Sur cette
diapositive, vous pouvez voir l'utilisation des déchets et de la biomasse pour le chauffage qui a augmenté beaucoup, une augmentation de 50% du chauffage collectif local. 92% des appartements en Suède sont chauffés par un chauffage collectif aujourd'hui en Suède. Alors, je ne pense pas pour les aides limitées par le temps. On en a déjà parlé, donc je ne vais pas y revenir. Puis ensuite, les effets environnementaux économiques majeurs. Si on met en place des impôts environnementaux, est-ce qu'ils fonctionnent? Est-ce qu'ils produisent un effet? Mes collègues économistes me disent toujours qu'il n'y a pas un lien linéaire entre un impôt et les résultats. On ne peut pas tout attribuer à la taxe environnementale, bien entendu. Il y a d'autres facteurs qui viennent en jeu. Mais nous avons réduit peu à peu nos émissions en CO2, ce qui a commencé avec la mise en place de cette taxe environnementale. En 2008, il y a une baisse générale pour tous les pays. Puis ensuite, les chiffres pour 2013, 28% de réduction depuis 1990 et une croissance économique comparable. Alors, on dit parfois ce n'est simplement qu'un autre impôt, c'est un autre moyen pour le gouvernement d'obtenir un revenu fiscal plus important. Mais en fait, non. Oui, bien sûr, c'est un impôt. Bien sûr que ça génère des revenus pour le gouvernement, ce qui lui permet de dépenser et investir. Mais il y a un principe de base fondé dans les valeurs. Ça permet ou ça encourage les foyers à prendre des décisions. Et cela est pertinent pour ce qu'on a parlé ce matin. C'est un instrument du marché. Je pense que M. Douvin sera d'accord avec moi. Moi, je ne suis pas économiste, lui, il l'est. Mais ces impôts ont permis d'avoir une transaction fiscale. Cela permet d'utiliser les revenus pour réduire les impôts ailleurs. On ne peut pas imposer des impôts très élevés sans proposer des alternatives aux citoyens. Donc, si vous imposez une taxe des combustibles, il faut qu'ils aient un transport en commun efficace. Il faut qu'ils aient des moyens pour chauffer leur foyer efficaces aussi. Donc, d'une part, il faut fournir du chauffage collectif à l'échelle locale pour que les maisons se chauffent de cette manière-là. Et bien entendu, il y a le revers de un autre revers de la médaille, ce ne sont que les citoyens qui payent pour tous ces avantages. Ce n'est pas les industriels. Mais en fait, non. Les industriels payent aussi des impôts. Mais peut-être que les foyers payent relativement plus cher. Et puis, d'un autre côté, nous n'utilisons pas uniquement les impôts prélevés sur les citoyens, mais nous avons également accès au système de mécanisme d'échange carbone européen, l'ETS. Alors, avec l'augmentation des impôts d'un côté, on peut réduire les impôts pour les foyers à bas revenus. Souvent, ils habitent des appartements. Et ces appartements, généralement, bénéficient d'un chauffage collectif issu de biomasse et de résidus de la sylviculture. Et cela s'applique non seulement dans des zones urbaines, mais aussi dans certaines zones rurales. Nous avons également un système de transport en commun très efficace avec des bus. Moi-même, j'habite dans une zone rurale et les enfants prennent le bus. Et ensuite, vous pouvez déclarer sur votre déclaration d'impôt l'utilisation le désavantage d'habiter dans une zone rurale et le coût supplémentaire pour déduire cela de l'impôt sur l'utilisation d'une voiture, par exemple. Alors ensuite, les émissions en CO2 globales a baissé. Nous avons une baisse de 70% de l'utilisation des combustibles fossiles dans les foyers et aucun effet négatif sur la croissance et l'emploi. Et certains économistes se sont tentés de dire que l'État n'a pas non plus augmenté sa place dans la société. Alors, les
politiques ne vont pas forcément dire tous qu'ils sont tous d'accord les uns avec les autres, mais je dirais de manière générale, les politiques en Suède sont assez fiers de ce système. Il est plus facile d'augmenter l'impôt CO2 parce que, quelle que soit la couleur politique, c'est pour le bien de l'environnement. Ensuite, il y a une mise en œuvre progressive. Par exemple, nous avons mis en place un projet d'adopter une loi, ensuite des étapes pour 2010, 2012 et 2013. Et les industriels avaient donc une bonne visibilité sur l'avenir pour la mise en place de ces différentes mesures. Contrairement à d'autres endroits dans le monde, la plupart des Suédois acceptent la réalité du changement climatique. Il n'y a pas tellement de sceptiques. Et nous avons un filet de sécurité. Nous avons l'État-providence qui s'est construit sur les 5 dernières décennies. Et si quelqu'un se trouve véritablement face à des difficultés, ils peuvent obtenir de l'aide de ce service social. Alors, le public, qu'en pense-t-il? Alors, je ne dirais pas que les Suédois adorent payer des impôts, pas plus qu'un autre citoyen dans un autre pays, mais comme je l'ai déjà dit, nous sommes un pays qui est plutôt vert. Les Suédois aiment bien la nature, ils aiment bien faire du camping dans la nature. Et il y a pour eux l'environnement a une place centrale dans leur vie. Et donc, il y a ces mesures sont acceptées socialement de manière générale. Par ailleurs, des emplois existent toujours. Il y a peut-être quelquefois un transfert ou une transition dans les types d'emplois, mais il existe des emplois et cela, je pense, c'est vraiment la preuve sans équivoque que ce système fonctionne. Donc, nous allons continuer dans cette direction à l'avenir. Enfin, nous l'espérons. Nous avons une cible des renouvelables de 49%. Nous l'avons augmenté à 50%. Et je suis confiante que nous allons l'atteindre par le chauffage. Et nous allons également atteindre notre objectif en matière de transport. Nous avons une priorité pour l'année 2030, avoir un parc de véhicules qui ne dépend pas des combustibles fossiles. Si on regarde à l'horizon 2050, nous avons une vision qu'il y aura une émission nette de 0 en émissions de gaz à effet de serre. Nous avons une commission qui est en train de rechercher des moyens pour atteindre cet objectif. Donc, pour répondre à la question qui est peut-être sous-tend tout ce colloque, est-ce que par le biais de la fiscalité, est-ce qu'on peut obtenir la transition énergétique? Eh bien, je pense que oui, parce que c'est possible de conjuguer ces mesures avec d'autres mesures pour réduire les émissions. Et l'effet de distribution assure que c'est le polluant qui paye. Et c'est par ailleurs assez facile à mettre en œuvre, ce qui est intéressant pour la fiscalité. Et il est possible d'associer ce système fiscal avec la croissance économique. Donc, si vous avez des questions, si vous avez peur de me poser une question en pleine séance, on peut en parler autour du dîner ce soir.